Et nous sommes de retour au plateau pour participer à cette émission. Merci de rester fidèle. Donc, au programme du soir, dans Regard croisé pour la suite donc, de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Soudan, un an après la guerre continue entre les militaires et les paramilitaires. Il faut noter que la guerre au Soudan a commencé le 15 avril 2023. Tôt le matin, des paramilitaires ont attaqué des positions des militaires qui abordent donc une nouvelle phase de la division qui était née entre le général Al-Bourhan et le général des forces paramilitaires, le général Hemedti. Et donc cette guerre partie le 15 avril 2023 est toujours en cours aujourd'hui. 15 avril 2024, un an après, il faut dire que c'est plus de 8,5 millions de personnes qui ont été déplacées par cette guerre qui a fait également des milliers de morts, un compte qui n'est toujours pas fixe parce que la guerre se déroule dans une situation où il est difficile de faire effectivement les comptes, mais on note plus de 10 000 morts dans la seule ville de Darfour. Les Nations Unies ont tenté à plusieurs reprises de mener des discussions ou des médiations pour trouver une solution à cette guerre en vain. D'ailleurs, un sommet a eu lieu ce lundi à Paris pour mobiliser les moyens et tenter de trouver une solution à cette crise. L'ONU propose un plan de redressement humanitaire qui s'élève à 4 milliards de dollars. Pour le moment, on n'a pu lever que 2 milliards de promesses aussi. Il faut dire que la situation est donc compliquée à vivre au Soudan. Nous en parlons de toutes les façons avec nos invités. Je voudrais commencer par vous, Gabin Adjaro. Un an après, la guerre continue au Soudan et c'est entre les militaires et les paramilitaires qui eux tous avaient d'ailleurs fait le coup d'État ou bien chassé d'un commun accord le premier ministre civil Abdallah Hamdok, c'était en 2021. Oui, malheureusement, la guerre continue entre ces paramilitaires et ces militaires-là. Et aujourd'hui, on ne peut que pleurer ces civils qui sont en train de subir les conséquences des affrontements et surtout d'une guerre d'intérêt entre ces deux parties. On avait vu notamment la négociation des États-Unis, des Émirats arabes unis et ensuite même du Kenya. Et ils sont même passés par le Togo pour créer un couloir humanitaire, mais ça n'a pas pu fonctionner. Donc aujourd'hui, ce sont des civils qui en paient malheureusement le prix avec déjà des dizaines de milliers de morts et même des millions de déplacés. Donc aujourd'hui, il faut dire que c'est aussi une guerre d'hypocrisie, il faut le dire, parce que ces Occidentaux-là qui sont en train de créer des couloirs aussi de part et d'autre pour essayer de mener une discussion entre les deux parties, ils savent très bien que ça ne va pas aboutir parce que au-delà d'une guerre qu'on est en train de voir entre Hemedti et Abdallah, c'est une guerre d'influence aussi dans cette zone-là. Quand on voit qu'aujourd'hui Hemedti c'est lui qui contrôle pratiquement l'or du Nord, Hemedti qui est soutenu par d'autres parties aussi, Émirats arabes unis et la Russie, et Abdallah aussi qui est soutenu par l'Égypte et autres. C'est une guerre d'influence aujourd'hui, une guerre d'influence régionale. Quand on voit que l'Égypte soutient Abdallah tout simplement parce que il voit en lui un allié important avec le problème éthiopien. Donc aujourd'hui, il faut dire que c'est un problème qui dépasse largement les Soudanais. Ce qu'il fallait, c'est que ces gens-là arrivent quand même à trouver un peu d'amour pour le peuple soudanais et un peu d'amour pour leur pays. Mais malheureusement, ce sont des gens qui sont animés par un intérêt assez égoïste. Et aujourd'hui, on est en train de voir que c'est le peuple qui est en train de payer les pots cassés de cette division-là. Il faut tout faire. C'est à cela que je me pose souvent la question sur les missions de l'UA. L'Union africaine, depuis là, je me pose des questions. Mais bientôt c'est le Kenya, tantôt c'est le Togo, tantôt c'est les Émirats arabes unis et autres qui essaient quand même d'amener ces parties-là à s'entendre. Mais l'Union africaine, elle ne dit absolument rien. Elle fait de son mieux aussi. Elle pond des communiqués et tout, mais en vrai, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne font absolument rien. On a de nombreux pays qui siègent au sein de cette Union africaine-là. La moindre des choses, c'est de convoquer quand même une conférence exceptionnelle pour pouvoir discuter de cette question soudanaise-là. Pourquoi pas convoquer ces deux parties pour arriver quand même à discuter avec eux, d'autant plus que je les vois comme des gens qui sont assez inconscients par rapport à cette situation qu'ils sont en train de faire vivre au peuple soudanais. Parce que là, Dagalo et Abdallah, ils ne perdent pas leurs enfants.
ce sont des enfants des autres qui en pâtissent. Alors là, depuis le départ de, comment on le dit, Abdallah Hamdok, non, pas Abdallah Hamdok, Omar El-Béchir. Omar El-Béchir, ben, le pays n'a jamais pu trouver sa stabilité. On croyait que bon, les choses allaient marcher comme des roulettes, mais après ce coup d'État-là, commise par les militaires, par les militaires, Abdallah et Meti, ben, on n'aurait jamais cru que bon, ces gens-là allaient se séparer aujourd'hui. Mais malheureusement, ils sont séparés, ce sont eux qui font mordre la poussière à cette population soudanaise-là. C'est triste, c'est réellement triste. Il va falloir que l'Union africaine prenne les taureaux par les cornes et arrive quand même à résoudre ce problème-là, parce que c'est un problème qui dépasse Abdallah et Meti. Il faut aller chercher les solutions ailleurs et puiser dans le tréfonds de ces gens-là pour trouver quand même un peu d'amour pour le sol soudanais, un peu d'amour pour le peuple soudanais. Merci beaucoup. Donc, à vous, Gabé Adjao. Un an après, la guerre continue au Soudan. Le pays a chamboulé dans cette guerre-là le 15 avril 2023 au matin, quand les paramilitaires, qui de commun accord avaient pris le pouvoir des mains des civils dirigés par Abdallah Hamdok en 2021, se sont donc rébellés contre les militaires. À la base, c'était un problème d'intégration des forces paramilitaires à l'armée, puisqu'il fallait réunir les corps selon le président de la transition à l'époque, le général Al-Bourhan. Mais finalement, son numéro 2, le général Meti, général Daglo, donc, n'a pas accepté cette proposition. Le bras de fer s'est donc installé. Depuis, on est en guerre. Ça fait un an avec un bilan très lourd aujourd'hui, doyen. Oui, le général Meti n'a jamais accepté intégrer ces éléments au sein des forces armées soudanaises. Et pourtant, cela faisait partie de certaines revendications. Et parce qu'il va perdre la main. C'est un officier général qui fait des affaires, qui a ses propres partenaires. Il fait des affaires dans l'or, le pétrole et dans beaucoup d'autres domaines. S'il arrivait à intégrer ces éléments au sein des forces armées soudanaises, il va perdre la main. Il faut noter que ce général Meti aussi n'est pas un militaire de formation. Effectivement, c'était à l'époque des gens que le président Omar El-Béchir avait utilisés pour réprimer les manifestations à l'époque. Et finalement, ils ont été équipés. Ils fonctionnent comme une armée régulière. Et c'est la faute au général Béchir qui a mis sur pied cette institution qui aujourd'hui constitue un problème au Soudan, où nous avons plus de 8 millions de déplacés, plus de des centaines de milliers de morts. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est un conflit généralisé. Et c'est dû au fait que les pays voisins et les pays extérieurs au milieu sont engagés dans cette guerre. Et il ne peut avoir de négociations pour avoir un cessez-le-feu. L'issue de cette guerre, c'est qu'il doit avoir nécessairement une victoire militaire, l'un sur l'autre. Si c'est l'armée régulière du général Bourhan qui a la main, il passe. Si c'est le général Meti qui gagne l'armée régulière, il passe. Mais sauf que là, les deux hommes se connaissent, ils ont fait des combats ensemble, leur groupement ou leur corps ont des équipements, chacun de son niveau. L'armée a des armements sophistiqués, mais il faut dire que les paramilitaires en ont également. Ce que l'armée a de plus, c'est les moyens aériens dont ne disposent pas les forces paramilitaires. Ce qui rend la situation compliquée. Les deux parties bénéficient de la livraison des équipements militaires, de part et d'autre. Mais la seule différence, c'est que l'armée régulière dispose de l'aviation. Et c'est avec ça qu'elle arrive à gagner du terrain. Et ces derniers temps, il paraît qu'ils ont gagné sensiblement du terrain et que la situation est actuellement bonne par rapport à quelques mois, et surtout qu'il y a eu un ralliement d'une milice de Darfour. C'est ça qui fait que la situation a changé au profit des militaires. Mais la situation n'est pas bonne. L'Union africaine, les Nations unies doivent tout faire pour mettre fin à ce conflit. S'il faut nécessairement mettre
une force d'interposition au Soudan, parce que ça a des conséquences négatives sur le Soudan du Sud. Oui. Qui est le voisin direct. Qui est le voisin direct. Sur le Tchad également, qui reçoit des milliers de déplacés. Le pétrole qui passe par là et autres ont des problèmes, et les fonctionnaires du Sud-Soudan ne sont plus payés il y a 6 mois. À cause de cette guerre, il y a des réfugiés qui sont là, il y a les déplacés qui sont là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce milieu de l'Afrique centrale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est mieux de faire? La conférence de Paris sur le conflit soudanais ne va prendre qu'un communiqué et des recommandations. Et l'exécution de ces recommandations vont se faire par qui? Ces exécutions vont se faire par qui? La France ne peut pas intervenir. Les Nations Unies aussi ne peuvent pas intervenir militairement. C'est pourquoi moi je propose qu'on organise, qu'on prenne en compte une force d'interposition. Et elle sera composée de qui et de qui? Qui va diriger cette force? Il n'y aura pas de pays limitrophes, puisque la Russie est impliquée, l'Égypte est impliquée, tous les pays États-Unis, les États-Unis, le Tchad sont impliqués. Donc il faut prendre les pays arabes, que ce soit... Qui sont aussi impliqués indirectement dans cette guerre. Il y a quelques pays qui ne le sont pas, qui ne sont pas impliqués. Mais le problème est très simple. Ils ont commencé les négociations au Qatar. Oui. Ça n'a pas marché. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Sans les forces d'interposition, on ne peut pas avoir l'arrêt du conflit. Pour vous, l'idée d'une négociation ne marche pas? Les négociations ne peuvent pas marcher. Il faut dire que le général Bourhan l'a dit également. Il faut une victoire militaire significative sur le terrain. Une victoire militaire significative sur le terrain. Puis c'est tout. Sinon, les négociations ne peuvent pas. Et pour éviter cette victoire significative sur le terrain, il faut une force d'interposition. C'est tout. Merci beaucoup à vous, Fioclo Dangoulenou. Alors, Adam Adjronou, il y a de cela 1 an, cette guerre a éclaté au Soudan. Aujourd'hui, le bilan est désastreux. Difficile de vivre dans ce genre de situations où on note plus de 8 millions de personnes qui ont été déplacées par cette guerre en 1 an. Et également des milliers de morts. Le bilan a dépassé la barre des 10 000 morts dans la seule ville du Darfour. Les paramilitaires sont en guerre contre les militaires, ceux avec qui ils ont pu chasser le général Omar el-Béchir et en même temps, quelques mois plus tard, chasser le premier ministre civil Abdallah Hamdok. Mais finalement, les deux n'arrivent pas à s'entendre sur la gestion du pays et c'est les âmes qui crépitent depuis 1 an. Oui, vous savez, je pense qu'au-delà des affres qu'aurait causé, en tout cas cette crise-là, c'est une crise majeure de l'Afrique, je dis jour pour jour, 1 an, et qui naturellement est décevant vis-à-vis des institutions d'arbitrage que nous avons. Vous l'avez dit tantôt, ou c'est Adam qui le disait parlant donc de l'Union africaine. Je pense que dans un premier temps, cela convoque véritablement donc les faiblesses de ces institutions que nous avons sur le territoire africain. Parce que c'est vrai, en Afrique, c'est vrai, lorsque nous comparons nos crises que nous avons, c'est vrai sur des questions de subsidiarité liées donc à ces institutions sous-régionales qui ont failli sur toute la ligne. On ne parle là plus de la CEDEAO, mais lorsqu'on prend sur cette question soudanaise, nous parlons plutôt de l'Union africaine. Et jusqu'alors, il est bien évidemment vrai que lorsque nous prenons l'Union africaine sur certaines crises, il y a eu véritablement à avoir des poussées assez importantes pour résoudre ces problèmes-là. Mais la crise soudanaise semble être au-dessus de tous les efforts que l'Afrique, ou pratiquement que l'Union africaine a eu à entretenir. Il faut dire que l'Union africaine avait déjà suspendu le Soudan quand il y avait eu le coup d'État contre le régime, plutôt contre la transition civile. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle ne s'est pas déjà tiré à cette époque une balle dans le pied puisqu'elle n'a plus le contrôle sur le pays? Tirer une balle, c'est justement le fait qu'on n'a pas pu remodeler en tout cas nos actions vis-à-vis de certaines crises que nous avons. Puisque, en tout cas, suspendre le Soudan peut être vu comme état un moyen de pression. Un moyen de pression, mais en même moment, lorsqu'on n'a pas, j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsque nous prenons en tout cas les opérations d'alerte que nous avons, puisque dans ces pays-là, que ce soit dans tous les pays africains, nous avons toujours en tout cas des alertes qui permettent à ces pays-là de pouvoir anticiper
en parlant du fait que quels sont les moyens à mettre sur place pour résoudre un certain nombre de crises. Ce qui n'a pas été le cas. Ça voudrait dire quelque part que, en tout cas, ces mécanismes d'alerte que nous avons sur le continent ou dans nos pays ne fonctionnent pas. Et c'est justement ce qui a permis, puisque ce sont ces mécanismes d'alerte-là qui doivent vous orienter sur la prise d'un certain nombre de décisions. D'abord, vous l'avez suspendu. Or, à l'interne même, le pays n'a pas trouvé une stabilité où pratiquement cette crise-là lie entre deux tendances. En tout cas, ça voudrait dire que le troisième larron, qui est l'Union africaine, ces décisions, en tout cas, ne sont même pas écoutées. Parce qu'il y a une situation interne qui devait plus être préoccupante, qu'on n'a pas su véritablement donc régler. Et on prend des sanctions en laissant donc le Soudan entre lui-même. Et ce qui fait que actuellement nous sommes devant le fait accompli. Maintenant, l'Union africaine essaie véritablement de retrouver, en tout cas d'implémenter d'autres paramètres qui puissent lui permettre, parce que c'est une crise qui affaiblit d'abord l'Union africaine en lui-même. D'abord, ça voudrait dire quelque part que l'Union africaine est plus affaiblie, mais ce sont les Soudanais même qui subissent l'effet de cette crise-là. Parce que les deux adversaires, les deux généraux, ne sont pas prêts à pouvoir. Donc, le rapport de force est là. Il faudrait quand même que l'un vainc l'autre avant d'arriver donc à une situation. Car il va maintenant, est-ce que l'Union africaine maintenant va revenir avec quelle solution? C'est là, je dis, véritablement, il y a des leçons à tirer. Et l'une des leçons, c'est justement de revoir ces mécanismes d'alerte précoce qui permettront de prendre véritablement des résolutions, les meilleures décisions adaptées à des crises données, parce que nous ne sommes pas en face des mêmes crises et on ne peut pas prendre les mêmes résolutions au même moment. Ok, alors finalement, y a-t-il de l'espoir pour le Soudan un an après cette guerre? C'est difficile de le dire. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous questionnez en tout cas les deux adversaires, personne n'est prêt à abdiquer et véritablement donc de céder au dialogue. C'est en ce sens de dire qu'il faudrait véritablement, or pour arriver à une crise peut-être de plus armer l'autre à vaincre l'autre pour pouvoir avoir un interlocuteur en face et de résoudre le problème. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause et on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.